Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire, ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire, ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez, comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire. C'est après avoir suivi la première histoire de ce jour-ci. C'était l'épisode 842, l'histoire de sagesse de Paul, qui parlait d'un monsieur musulman qui devait absolument enceinter une femme parce que l'enfant allait être utilisé comme sacrifice dans un rituel d'argent. Alors, la famille, avant de vous raconter cette histoire, je voudrais juste faire une petite remarque. Je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui sont un peu susceptibles dans la page. Je vous comprends parfaitement. Il y a des narrateurs qui, généralement, c'est par réflexe, pas par méchanceté, ou bien parce qu'ils indexent une ethnie ou bien une nationalité spécifique. Certains sortent des mots comme par exemple, les Noirs sont trop méchants, ou les Béninois sont trop sorciers, les Gabonais sont trop sorciers, telle tribu, voilà ce on les reconnaît pour telle ou telle pratique de sorcellerie. En fait, la famille comprenait que certaines personnes, c'est devenu un réflexe pour eux. Ils ne sont pas encore conscients de la puissance des paroles qu'ils prononcent. Vous comprenez? Mais ils vont sûrement changer. Parce qu'à force d'écouter les histoires ici, nous nous rendons bien sûr compte que la sorcellerie existe dans toutes nos familles, toutes nos tribus, même au-delà des océans. Donc, ne vous fâchez pas trop. Comprenez que c'est juste par réflexe qu'ils le disent, d'accord? S'il vous plaît. Et aussi, ceux qui font aussi, qui prononcent souvent ces mots-là, essayons un peu de ne plus les faire parce que vous savez déjà que la parole a une certaine puissance. Essayons de ne plus les faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, je viens ici vous raconter l'histoire. Cette histoire-ci se passe au Yémen. En fait, j'étais encore en fac de médecine. C'est au Yémen, à la période où il y avait les troubles, là, les troubles avaient commencé, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'étais alors en train de surfer un jour là pour me détendre. Je regarde alors, c'était un documentaire, c'était une investigation d'un groupe de journalistes étrangers qui s'étaient infiltrés au Yémen parce qu'ils avaient entendu parler de certaines pratiques étranges qui s'y passaient. Les journalistes alors se sont fait passer pour des clients. Qu'est-ce qui se passait? En fait, c'était des pages Internet où on proposait des jeunes filles vierges à épouser. Et selon les gens qui avaient contacté ces journalistes-là, en fait, ces jeunes filles-là étaient utilisées pour des pratiques occultes. Et les journalistes alors se sont fait passer pour des gens, ils ont un cousin qui cherche une belle jeune fille là, et il a vu l'une des filles là sur le truc, parmi le catalogue des filles qui ont présenté. Arrivé dans le pays alors au Yémen, avec les caméras cachées, il rencontre je ne sais pas si je vais les appeler des démarcheurs. Il rencontre des démarcheurs qui avaient déjà loué l'appartement pour eux. Et où est-ce qu'on les amène? On les amène dans un camp de réfugiés où ils voient la fille. Maintenant, ils vont alors par derrière, alors dire aux démarcheurs que, attends, tu sais, en fait, nous, on a besoin d'une fille parce qu'on a une pratique à faire là. Est-ce que c'est possible? C'est alors là que les démarcheurs leur assurent que non, tout est possible. Vous nous dites quel âge, toutes les spécificités, et on vous trouve les yeux bleus, les yeux comme quelle est la couleur des yeux. Je vous assure, la famille jusqu'à la couleur des yeux, on trouvait sur le marché, entre guillemets, je vais dire sur le marché, parce que ce sont les mots qui étaient utilisés. Alors, le journaliste, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont alors raconté dans le documentaire et ils sont allés dans une... Ils sont allés, en fait, il y avait une association qui avait déjà sauvé certaines de ces filles-là. Malheureusement, il était trop tard pour elles, mais il les avait sauvées et il les gardait cachées dans cette association-là. Les filles alors racontaient des histoires. La famille, je vous assure, vous écoutez, les larmes coulent. Je vais vous raconter alors l'histoire d'une des filles.
Elle était à la maison, elle était dans le camp de réfugiés avec ses parents, les démarcheurs, et elle disait que les démarcheurs là partent de tente en tente, ils partent partout proposer leurs services. La fille avait été choisie. Les gars arrivent, c'était des messieurs d'Arabie Saoudite, des musulmans. D'accord? Que personne ne se fâche, tout le monde est impliqué. Chrétiens, tous musulmans, tout le monde est impliqué dans la sorcellerie, d'accord? Alors, c'était les gars d'Arabie Saoudite qui arrivent et ils cherchaient quoi? Ils cherchaient une jeune fille vierge de 13 ans pour des rituels. Quand les gars arrivent, le démarcheur demande de l'argent. Imaginez un peu que peut-être c'est 15 000 dollars qu'il donne au démarcheur. Le démarcheur se charge de prendre le local, donc que ce soit un appartement ou une maison, selon ce qu'ils allaient faire sur la fille. Peut-être que la fille allait hurler, donc prenez une maison isolée quelque part. Le démarcheur paye la dot aux parents de la fille. Donc le monsieur, quand il arrive, on déshabille la fille. Ils sont venus avec un médecin qui vérifie qu'elle est vierge. On fait le mariage, là, le mariage islamique, entre guillemets, rapidement fait. Le gars prend la fille, il amène la fille dans la maison et il faisait, donc la fille dit que le gars lui a fait des choses. Je dis la fille, excusez-moi, pardon, l'enfant de 13 ans, parce qu'il y avait même des jeunes filles encore plus, il y avait des enfants plus jeunes que ça. L'enfant de 13 ans dit qu'on lui a fait des choses pas possibles et étant donné qu'il parlait arabe, elle s'est rendue compte que il faisait des prières spécifiques à certains moments, il invoquait des esprits spécifiques, il mettait des choses spécifiques sur son engin quand il l'a défoncé de tous les côtés. À un moment, il avait parlé au téléphone avec quelqu'un d'autre qui lui demandait s'il avait respecté toutes les conditions. Est-ce que tu as coupé les cheveux à tel niveau? Est-ce que tu as pris un peu de son sang? Est-ce que son sang virginal, tu as pris sur tel morceau, le morceau de tissu que je t'ai donné là? Je vous assure, la fille, il faisait ça. Et puis après, quand il termine, il dit à la fille que si tu ouvres la bouche, tu meurs. Parce qu'en tout cas, tu es déjà morte. Mais si tu dis ce qui s'est passé, tu meurs. Et voilà que le gars, quand il fait ça, il prend l'avion, il est déjà rentré chez lui. Parce que même si la police l'arrête, on va lui faire quoi? Il est d'Arabie Saoudite. Les gars sont riches. Tu vas lui faire quoi? Voilà que le gars part. La fille, alors, le démarcheur, vient avec un autre monsieur. Elle dit que ce monsieur est apparemment médecin parce qu'il avait sorti des trucs, il a commencé, il a essayé de la nettoyer rapidement et d'essayer de lui mettre les pampers parce que je vous assure, ils sont allés abandonner la fille près d'une clinique. C'est une clinique qui appartient à une organisation qui venait généralement en aide aux réfugiés blessés, gravement blessés. Là, dont le truc là-bas était gratuit. On va la jeter là-bas. Les gars, quand ils l'ont pris, donc ils étaient apparemment habitués. On l'a prise, on a essayé de la recoudre parce que la fille, je vous parle crûment, de l'anus jusqu'au vagin, ça se confondait, ça avait été bousillé. Ils ont essayé de recoudre la fille, de prendre soin d'elle. La fille ne voulait même plus rentrer en famille parce que, bien sûr, les gars l'avaient vendue. Les gars l'avaient vendue. On lui avait dit, sois gentil avec ton mari et tout ça. Adieu, les gars l'avaient vendue. Ils savaient bien qu'elle n'allait pas. Parce qu'elle dit que dans le camp, les gens entendaient parler des cadavres de filles qu'on retrouvait parfois de temps à autre. Parce que dans certains rites, peut-être le gars avait besoin aussi des parties de l'enfant. Et il les prenait. Donc, dans le camp, il savait, quand tu envoies ta fille ou ton garçon, il risque de ne pas revenir. Ils le savent. Mais ils sont dans le camp depuis peut-être 5 ans et tout. Ils continuent à pondre les enfants là-bas qu'ils le vendent de gauche à droite. Désolé pour les termes durs que j'utilise, mais si vous voulez aller vous-même regarder, c'est dans YouTube. Vous allez peut-être utiliser les termes plus durs que les miens. Voilà alors que ils font, et le monsieur rapidement, le même jour, il a pris son avion, il est parti avec ce qu'il a récupéré. C'est sûr que même pour prendre l'avion, c'est facile. Il paye un peu là, il monte dans l'avion avec, même s'il faut monter à la tête de quelqu'un, il va rentrer dans son pays, continuer son rituel. Et dans l'organisation, dans cette organisation-là qui les protégeait, il disait, il y avait plein de filles. Les filles, il y avait d'autres, elles parlaient, elles pleurent. Tu vois une belle fille de beaux yeux bleus, mais son corps est détruit, son âme est détruite par ces occultistes-là qui vont faire leur rituel d'argent avec les enfants. Non seulement des camps de réfugiés, parce que ces journalistes-là ont découvert pendant qu'ils étaient là-bas, parce qu'il y a des gens qui viennent en secret leur donner des informations. D'autres venaient leur dire que, attention, il y a même dans les orphelinats ici, des enfants qui disparaissent. On trouve leur corps un peu partout, on a retiré les organes, on a fait les trucs. Nous, on sait que c'est les rituels.
mais on ne peut rien dire. Bon, eux, ils s'acceptent, ils disaient que tout ce venait d'Arabie Saoudite. Je me dis que même dans leur pays, il y avait aussi les ritualistes, mais le fait que le réseau principal, c'était les gars d'Arabie Saoudite là qui venaient et qui achetaient ce qu'ils avaient acheté là, tout était dirigé de leur côté. Donc la famille, je ne vais pas vous raconter l'histoire de toutes les petites filles là. Celle-ci, déjà, vous avez compris ce qui se passe. En fait, les hommes qui sont dans les camps de réfugiés, généralement, ils ont fini. Les enfants là sont généralement utilisés comme la marchandise. Les familles sont au courant, elles participent, elles vendent leurs enfants. Vous avez compris. Moi, alors, en écoutant ça, franchement, hein, ça m'avait vraiment fait réfléchir. Je m'étais demandé que, mais quand on parle souvent de démons de mauvais esprit, là, est-ce que nous ne sommes pas plus démoniaques que ces gars-là? Je ne sont que un peu comme dans la chanson, le diable ne s'habille plus en Prada. Là. Je vous assure, nous, apparemment, nous les humains, nous avons pris le bâton de commandement parce que quel que soit lambda, est-ce que nous pouvons dire que les mauvais esprits, les démons sont vraiment méchants? Parce que c'est nous qui allons vers eux. C'est nous qui allons demander les faveurs. On nous demande généralement des trucs impossibles à donner, nos enfants, nos ceci, nos cela, tout simplement pourquoi? Parce que tu vas arracher le mari de quelqu'un, tu veux par exemple prendre le poste de tel collègue au service, tu veux dominer un État, je ne sais pas quoi, tu veux avoir tel pouvoir, tu veux faire les miracles à l'église ou à la mosquée ou à la paroisse ou je ne sais pas quoi. C'est nous qui allons leur demander les trucs et nous respectons les demandes étranges et horribles qu'ils nous font. Nous sommes prêts à donner nos enfants, à faire tuer les enfants en route, à faire enlever les trucs. Nous allons acheter dans des endroits où nous savons qu'on vend les parties et les trucs comme ça. C'est nous qui allons faire tout ça. Alors finalement, quand peut-être nous ne respectons pas l'une des conditions qu'ils nous donnent, pourquoi est-ce qu'on va les appeler méchants? C'est nous qui sommes allés leur demander les trucs et nous avons juré que nous allons respecter toutes les conditions. Alors quand tu ne respectes pas, pourquoi tu dis qu'ils sont méchants? Est-ce que le jour où on va même juger là, est-ce que nous serons capables de dire devant Dieu que non, c'est le démon qui m'a amené? Dieu va nous demander que, mais mon frère, tu avais 1 million de fois l'occasion de te détourner de ce chemin-là, tu ne l'as pas fait. C'est quand ça, Hamsuleur, toi que tu viens maintenant devant moi me dire que c'est lui qui t'a amené. La famille, je ne sais pas. France, en tout cas, nous avons apparemment, nous les humains, pris le bâton de commandement de Dieu parce que ce que nous faisons, c'est grave. En tout cas, passez une bonne journée, que Dieu nous bénisse tous. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la communauté DMG TV, j'espère que vous portez bien. Alors ce matin, je voulais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de ma copine. Quand elle était jeune, elle avait 16 ans comme ça. Elle a fait un enfant de jeunesse. Son papa était très fâché avec elle. Il était fâché, mais pour finir, ils ont réglé ça en famille. Et plus tard, disons 6 ans comme ça, elle avait 22 ans, elle a rencontré un homme. Et le monsieur là, il venait d'arriver de la France. Donc, c'était un homme qui n'avait pas de femme, tout et tout. Donc, elle s'est mise en couple avec ce monsieur-là. Et quelque temps après, elle est tombée enceinte à nouveau. Et quand elle est tombée enceinte, elle a dit à l'époque, c'était son copain, vraiment, je suis enceinte. Son copain lui dit, pour le moment, on n'a pas les moyens. Tu as déjà un enfant. Puis, tu vas faire encore un deuxième enfant. Pour le moment, là, je n'ai pas les moyens, donc, il faut te faire avorter. Et comme eux n'avaient pas d'argent, il y a une de ses camarades qui lui a dit d'aller voir une femme guinéenne. Elle est quelque part là-bas à Port-Boué 2 là-bas. Donc, ils sont allés voir la femme guinéenne. Et la femme guinéenne lui a donné elle a pris un œuf africain, elle a fait les incantations dessus. Elle lui a donné. Elle a dit à ma copine comme ça que je vais appeler Chantal. Chantal, si tu arrives à la maison, il faut prendre ce œuf-là. Il faut frotter sur ton ventre et puis tu laisses l'œuf-là se casser. Si ça se casse, ta grossesse va passer. Et elle a fait avec quelques prières, comment on appelle ça, mots incantatoires que la femme lui a donné. Arrivée à la maison, elle a fait exactement comme la femme l'a dit. Et le même soir, et la même nuit, tard dans la nuit, elle a vu ses menstrues. Elle était contente. Pour elle, elle s'est débarrassée de ce problème-là. Et plus tard, son mari a eu du boulot. Et elle aussi, elle a eu aussi du boulot. Elle cherche un enfant, il n'y en a pas. Donc, elle est retournée chez la même dame-là pour partir la voir. Pour dire, ah maman, je suis prête maintenant. Arrivée là-bas, la femme était déjà décédée. Elle est revenue. Plus tard, il n'y a pas d'enfant. Elle est passée partout. Elle est partie faire les gynécos, faire les hystéros, tous les examens gynécologiques.
tous les examens gynécologiques possibles pour lui donner un enfant. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Elle a même été chez les marabouts. Pour finir, elle s'est retournée maintenant à l'église. Il y a un prophète qui venait d'arriver. Le prophète, elle est bien, elle est partie à l'église. Et dans sa prophétie, le prophète lui a dit que c'est l'avortement que tu as fait avant là. Ça a bloqué tout. Ça a bloqué tout. En faisant cet avortement mystique là, ça veut dire que c'est tous tes enfants que tu devais avoir là, que tu as éliminé comme ça. Elle va trouver la femme là où. Et c'est ainsi que Makama Chantal est restée comme ça. Heureusement qu'elle avait déjà fait un enfant dans sa jeunesse. Et c'est ce seul enfant-là qui est devenu son enfant. Quant à son mari, lui-même qui lui disait qu'il n'a pas les moyens, il n'a qu'à aller faire chose, qu'elle passe l'avortement là, qu'elle fasse l'avortement plus tôt là. Ce monsieur-là, il dit que lui ne peut pas rester comme ça sans enfant. Il arrive, il a fait des enfants par-ci, par-là. Et quand il fait les enfants, il envoie à la maison. Ma copine, elle ne peut pas parler. Elle accepte les enfants là. Et elle-même, elle est enfant, mais c'est comme si le monsieur n'a pas son temps. Bon, elle a pris de l'âge. Elle ne peut pas retourner en famille. Ça a fait une honte pour elle, une moquerie. Donc, elle a accepté son sort comme ça, elle est là. Donc, c'est pour dire que il y a des erreurs de jeunesse qu'on fait là. Après là, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Les avortements là, c'est pas bien. Faire enfant là, c'est pas mauvais. C'est Dieu qui donne des enfants. Dieu qui a donné des enfants là, c'est que il sait par quel moyen passer pour que tu puisses nourrir ces enfants là. Hein? Dieu même il sait ça. Donc il y a des femmes même, elles n'ont jamais fait un seul enfant, mais elles ont les problèmes d'enfantement. Si toi si Dieu t'a donné cette grâce d'enfantement là, il faut laisser. Mais si tu n'as pas les moyens là, ton papa il va pas te tuer. C'est vrai qu'il va se fâcher tout et tout, mais il va pas te tuer. Donc c'était là ma petite histoire, partagez, likez et puis la prochaine dans une autre histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter l'histoire d'un jeune Nigérian de 28 ans au nom de Quadri Ogobunde. Alors, le jeune Quadri Ogobunde termine la fac et là-bas, c'est un enfant tellement gentil, serviable, on lui avait même donné un nickname de landlord parce que c'était effectivement le propriétaire de tous les dossiers. C'est un enfant, quand tu avais un problème avec un professeur et tout ça, il te montrait comment gérer, il te montrait qui touchait et avec qui parler. Si tu avais besoin d'un studio dans un des campus universitaires, il avait le numéro de téléphone de tous les propriétaires des campus. Donc, il pouvait te dire quels sont les prix, comment discuter et tout ça. Bien sûr, en échange d'une petite commission. Voilà que le jeune Quadri termine la fac. Un jour, il est à la maison avec sa copine et c'était vraiment un chrétien assidu. Il appartenait à l'église du prophète Baba Nié. Et en allant à cette église, il avait l'habitude de fréquenter, donc vous voyez qu'il était déjà libre, donc c'était presque 3 fois par semaine, 4 fois par semaine qu'il y allait. L'un de ces jours-là, il dit à sa copine, s'il te plaît ma chérie, je vais aller au service d'aujourd'hui, je m'en vais me fortifier dans l'éternel. Elle lui dit pas de problème, elle savait que généralement quand il part vers 9h, vers 14h, il est déjà rentré à la maison. Le gars part, la fille attend. 15h, elle appelle un peu que mon chéri, où est-ce que tu es? Son téléphone ne passe pas, elle se dit ok bon. Il a souvent l'habitude de fermer son téléphone quand il est en service et elle patiente. 16h, 17h, 18h, elle se dit non, peut-être que son truc s'est déchargé, peut-être qu'il y a une délivrance, il y a des super délivrances là-bas à la chapelle. Je vais patienter. 20h finalement, elle appelle le prophète, elle dit Baba s'il te plaît, oh, est-ce qu'il y a un problème là-bas au truc? Est-ce que tu peux dire à l'autre que je l'attends, j'essaie de l'appeler depuis. Baba dit que qui? Quadri. Comment ça Quadri? Moi je ne l'ai pas vu de toute la journée. Elle dit pardon, moi je ne l'ai pas vu de toute la journée. Elle dit mon Dieu, il est parti depuis 9h. Elle dit que je ne l'ai pas vu depuis la journée ma chère. Donc on parle après, d'accord? Il ferme le téléphone. La fille reste, elle était déjà inquiète parce qu'elle connaissait son gars. Elle savait que non, il n'est pas chez notre copine. Pas. Le gars était vraiment, vous voyez le style d'enfant chrétien assidu. Il avait la crainte de Dieu, donc elle dit non, ce n'est pas possible. Elle prend la direction, heureusement, elle prend la direction de la police. Arrivé au niveau de la police, vraiment la main de Dieu était dans son affaire parce que la police s'est levée. La police contacte alors
le service de téléphone que le gars utilisait. Donc, il contacte la compagnie. La compagnie lui dit effectivement, en regardant la localisation, le gars, il était là-bas à la chapelle. Il avait été à la chapelle. Maintenant, les policiers demandent la nouvelle localisation. On leur donne. Quand ils arrivent là-bas, ils trouvent que ce sont de jeunes, pas à la chapelle, dans un autre endroit. Ils trouvent qu'il y a un groupe de jeunes garçons là et l'un d'eux a le téléphone du jeune Quadri. Mon frère, tu as pris le téléphone là où? Et en regardant bien, et en prenant leurs identifications et en demandant d'où est-ce qu'ils venaient, ils venaient comme ça de l'église, de la chapelle. Donc, c'était les gens de l'église aussi. La police rapidement alors les amène au poste. Et après que les policiers aient oublié quelques gifles sur les joues des gars se mettent à parler. Qu'est-ce qu'ils racontent? En fait, Quadri était arrivé à la chapelle. Le prophète leur a demandé de l'éloigner dans un endroit privé où, sous les instructions du fameux Baba prophète, ils ont tapé l'enfant de Trewi, ils l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait d'important et ils l'ont étranglé. La police demande, vous l'avez tué? Oui, on l'a tué. C'est Baba qui a demandé qu'on le tue parce il dit que c'est un enfant qui a une grande étoile et on avait besoin de certaines parties de son corps. Vous avez besoin de quoi? Certaines parties de son corps. Qu'est-ce qui s'est alors passé? Il dit, Baba nous a demandé de retirer les yeux, la langue, les oreilles, son pipi et ses seins, donc ses tétons. On lui remet. La police demande, vous avez retiré ça pourquoi? On dit que non, en fait, Baba dit que c'est pour fortifier la présence du Saint-Esprit dans l'église. Pour faire quoi? Pour fortifier la présence du Saint-Esprit. Ah. Et le reste du corps, où est-ce que vous avez jeté? Il dit que non, on n'a pas jeté. Il nous a demandé de découper ça en morceaux. Il nous a montré les endroits du périmètre de l'église où on devait aussi enterrer ça. C'était pour attirer le plus de monde possible et pour qu'ils puissent faire le plus de miracles possible. Les policiers disent, vous êtes sérieux? Oui. Voilà alors comment, pendant qu'ils sont en train de faire, on dit, dont les gars précisent aussi que ils avaient obligé, sous la directive du prophète, dans l'enceinte de l'église, ils avaient obligé le jeune Quadri à virer 1,5 million de naira dans le téléphone du prophète et une somme encore plus grande qui n'a pas été précisée dans le téléphone du fils du prophète, donc toujours un jeune homme comme eux. La police alors repart, attrape le prophète. Mon frère, c'est comment? Où est Quadri? Il commence à bégayer, mais quand il se rend compte qu'on a pris les gars, pourquoi est-ce qu'il dit que non, je ne l'ai pas vu et je ne sais pas de quoi on parle, mais pourquoi est-ce que tu nous as dit que tu ne l'avais pas? On t'a interrogé, tu nous as dit que tu ne savais pas où il était, tu ne l'avais pas vu de la journée. Comment quelqu'un que tu n'as pas vu de la journée t'a transféré 1,5 million de naira? C'était pour faire quoi? Le prophète commence à taper la bouche. Ah non, c'est que en fait, ah non, je ne me souviens pas trop. En fait, c'est qu'il s'est mis à taper la bouche. On demande, et pourquoi est-ce qu'il a transféré? Il a vidé ses autres comptes, il l'a envoyé dans le téléphone de ton fils. Le gars a tapé la bouche. C'est comme ça qu'on attrape le monsieur pour ritual killing, crime rituel. La famille, imamo, prophète, pasteur, moine, prêtre, ce que vous voulez, même en votre ombre, ne faites pas confiance, s'il vous plaît. Ne donnez pas complètement vos confiances à quelqu'un. Passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter l'histoire de Mifano. Mifano, c'est un jeune homme tanzanien de 28 ans. Il vient d'une famille de 2 personnes. Sa grande sœur et lui. Il a une vie pas très facile parce que son papa avait décédé quand il était encore tout jeune. C'est leur maman qui s'était occupée d'eux. Mais il avait un immense talent, c'était la musique. Les gens l'appréciaient vraiment. Donc, il faisait les petits boulots de gauche à droite. Mais ce qui le choquait surtout, ce qui l'énervait un peu, c'était le fait que les gens qui n'étaient même pas aussi talentueux que lui avançaient, mais lui pas. Alors, à force de se plaindre, un jour, il y a quelqu'un qui lui parle d'un monsieur là qui apparemment connaît la route vers le succès. Il demande, pardon, mettez-moi en contact avec la personne. Et comme ça, de connaissance à connaissance, ils finissent par trouver quelqu'un qui le met directement en contact avec le monsieur. Le monsieur accepte de le recevoir et lui demande, est-ce que tu es prêt à marcher sur la route du succès? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à faire ce qu'il faut pour marcher sur cette route? Le gars dit, oui, il est prêt. On dit, ok. Est-ce que ce n'est pas facile, hein? Il y aura des choses qu'on va te demander. Il dit non, il est prêt. Mais il dit que quelque part, il avait peur. Il se demandait que
Moi, je croyais que la chose aussi pouvait être... il ne faut pas que ça me laisse en route. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème, il discute un peu. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Je vais venir te chercher dans tel nombre de jours. Et le jour arrivé, il passe chercher Moufano, il prend une direction. C'était hors de la ville. Il traverse un village, il s'enfonce dans la forêt. Le gars a même commencé à avoir peur que hey, je ne suis pas tombé dans un piège ou un truc. Mais le monsieur arrive devant une vieille hutte en pleine forêt. Il dit, c'est ici le royaume de l'argent. C'est ici. Ce que tu vois là, c'est d'ici que mon argent sort. Le jeune homme est étonné, il se demande, hey, ici, il dit, oui, descend. Ils descendent, le monsieur arrive devant la cour, il parle, apparemment, il parle à quelqu'un qui est à l'intérieur, donc il se présentait, il dit, je suis venu avec quelqu'un qui est intéressé par le truc. La voix à l'intérieur dit, entre. Quand il entre, il trouve une belle femme assise, une jeune femme, belle femme assise. La femme dit, Mifano, assieds-toi, prends place. Tu es venu chercher l'argent, n'est-ce pas? Je vois que tu as le succès, tu es quelqu'un de... Tu as le talent. Mais tu n'es pas satisfait par ça apparemment. Il dit non, je veux ceci, je veux ça. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, est-ce que, mais tu sais qu'il y aura un prix à payer. Son cœur bat, boum. Il dit, oui, je sais qu'il y aura un prix à payer, mais j'ai déjà le talent, je veux juste un peu d'aide, un petit truc là pour me booster. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, ce qui va se passer, tu vas aller, toi, ta route, c'est par ta mère. Tu vas aller faire les choses avec ta mère et ton succès va s'ouvrir. Le gars dit qu'il a entendu ça, il a bondi de la chaise. Il se dirige vers la porte. Il sort. Mais quand il sort à sa surprise, le monsieur n'était plus là, la voiture n'était plus là. Et il n'avait même pas entendu le bruit du moteur. Il part de là, il se met à courir en suivant les traces dans les herbes des roues, des pneus de la voiture. Il court finalement, il embranche une route là, il continue sur la petite route là qui ressemblait à une route un peu à peu près goudronnée. Il savait que quel que soit l'âme, il allait trouver la population, il allait trouver les gens quelque part. Il court finalement, il trouve une moto, il demande à la moto, pardon, dépose-moi où il y a les gens. Il monte sur la moto, c'est comme ça que le motoman part avec lui. Mais quand il s'approche déjà du village, le motoman demande, attends, boy, quand je te regarde même là, c'est comme si tu n'as pas l'argent sur toi. Et le gars dit, non, je n'ai pas, mais t'en fais pas, je vais demander, les gens vont m'aider. Le motoman descend, la bagarre commence. Tu n'as pas mon argent, tu montes sur ma moto et tout ça. Le gars dit, ouais, pardon, sauve-moi. Le gars dit que je ne suis pas là pour te sauver. Tu me donnes mon argent ici ou je prends quelque chose sur toi. Le gars, qu'est-ce que c'est la même? Il n'a même pas mangé depuis le matin. Il dit qu'il était faible et tout ça. Mais il s'est défendu, il s'est échappé du gars. Il a continué à la course. Il court, il se retrouve, il se réveille, il est devant la hutte de la sorcière. Il se lève, il prend encore de l'autre côté, il court, il se retrouve devant la hutte de la sorcière, donc il ne pouvait pas s'échapper. Finalement, il entre alors. Il s'assied là, il dit qu'il avait tellement faim, il avait perdu le peu d'énergie qu'il avait même. Il s'assoit, il dit à la sorcière, il n'y a pas autre chose, s'il vous plaît. Vous parlez là, ma mère, elle est morte, on l'a enterrée, ça fait 2 semaines de cela qu'on l'a enterrée. Comment pouvez-vous me dire d'aller faire des trucs? Elle dit que bien sûr que je sais qu'elle n'est plus. Je sais qu'elle n'est plus, tu vas aller, tu vas la déterrer, tu vas faire les choses. C'est elle qui a ta richesse. Le gars, là, il la regarde, mais il était tellement épuisé. Il dit, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Elle lui a alors remis une corne. Et dans la corne, il y avait le tissu traditionnel, dont le tissu tissé par les tisserands, là. Avec 7 aiguilles qu'elle a plantées dans le tissu. Elle lui a donné la corne. Elle a dit, ça, c'est la corne de la richesse. Ça, c'est ta richesse. Prends, tu vas faire ce que je t'ai demandé de faire, là. Il ne te sépare jamais de ces trucs-ci. L'argent va tomber, les contrats, les trucs vont tomber. Vas-y. Le gars se lève. Lui, dans sa tête, c'était que, bon, dès qu'il s'échappe de là, il arrive en ville, il ne va pas faire, n'est-ce pas? Quand il arrive alors chez eux, le gars s'assied, se demande comment se fait. Et la femme lui avait dit, à 2 h du matin, il faudra que 7 personnes, tu dois appeler 7 personnes, comme les 7 aiguilles là, à 2 h du matin, ils vont déterrer ta matière, tu fais ce que tu as à faire et on l'enterre encore. Et tes richesses vont commencer à tomber. Apparemment, on lui avait demandé de faire quelque chose d'autre sur le corps de sa mère, mais il n'a pas dit. Et tes richesses vont tomber. Le gars, alors, il part. Il commence à parler à certains de ses amis. Là, il les appelle. C'est Combi avec qui il marchait partout. Là. Il dit, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. C'est Combi disait qu'il n'y a pas de problème. On va déterrer. Si ce n'est que ça pour que tu sois riche. Parce que si tu es riche, nous aussi, nous sommes riches. On va t'aider à déterrer, gars. Ils sont effets. Mais il dit qu'il était étonné parce qu'il se demandait, est-ce que c'est un mauvais esprit qui est aussi en train de manipuler mes combis? Comment ils acceptent comme ça? Aucun d'eux ne dit même que non, je ne veux pas. Minuit, 2 heures arrive, il fait ce qu'il... On ouvre, il fait ce qu'il a fait. C'est comme il était là, hors de la tombe, le regardait. Il fait sa sale besogne. On ferme.
et il s'assoit. Maintenant, n'est-ce pas, il attendait les contrats et tout ça. Donc, malgré le fait qu'il disait qu'il n'était pas d'accord, mais il attendait quand même. Le temps passe, rien. Il essaie même de contacter le monsieur riche là. C'est plus rien. Le gars ne veut plus le rencontrer. Le gars porte encore ses pieds, il part au village là. Il arrive devant la hutte là. Et il y avait même plusieurs de ses amis qui voulaient aussi connaître la route. Il lui disait que, gars, mon frère, tu ne vas pas se mettre riche seul. Dès que ta part commence à tomber là, amène-nous aussi chez la femme là. Nous, on va aussi faire pour nous. On ne peut pas tout le temps seulement, quand tu vas devenir riche, être tes chinda. Tu vas aussi nous montrer la route. Et il avait accepté. Voilà que maintenant, il repart là-bas pour voir la sorcière. Donc, pour demander que, mais c'est comment? J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai respecté tous les trucs. Le succès, c'est quand, non? Quand il arrive devant la hutte, il trouve plutôt une jeune fille, dit qu'elle avait à peu près 15 ans. Il demande que la maman qui est ici, là, elle est où? Il dit que non, elle n'est pas là. Il est resté, il a attendu, personne n'est venu. Il a attendu, personne n'est venu. Il est quand même reparti, il s'est dit que bon, je vais revenir après. Mais il dit que quand il arrive chez lui, c'est plutôt la culpabilité, la honte et tout ça qui l'ont envahi. Et les cauchemars, alors, c'était grave. Lui qui était déjà pauvre, c'était difficile avant. Il avait au moins ces petits trucs qu'il faisait, ça lui donnait un peu d'argent. Maintenant, là, c'était devenu pire. C'est devenu pire au point où il est carrément allé dans une autre ville voisine pour pouvoir travailler. Il se disait qu'en fuyant comme ça, il allait fuir les effets de ce qu'il avait fait sur lui. Mais il arrive là-bas, c'était aussi difficile. Un jour, il voit une femme qui avait failli se faire agresser par deux hommes. Il se court à son secours. La femme l'amène chez lui. La femme était très riche. Une maison immense. Elle le traitait super bien, super bien. Il dormait là-bas. Mais il dit que petit à petit, mais les cauchemars ne s'arrêtaient pas. Mais il dit que petit à petit, il a commencé à voir des choses qui lui ont fait penser que la femme là, c'était la même sorcière. Que quelque part, il était dans une boucle, il n'arrivait pas à s'échapper. Un jour, il confie sa vie à la femme. Donc, il dit, voici ce que j'ai fait, voilà pourquoi je fuis. La femme dit, non, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de routes pour devenir riche. Hein. Il y a beaucoup de routes. Montre-moi un peu la corne qu'elle t'a donnée. Il montre à la femme, il montre le truc. Elle dit que oui, ça, c'est la corne de la richesse. Avec ça, tu vas devenir riche. Il dit qu'il est resté. Après, il a commencé un peu à se sentir mal à l'aise par rapport à la femme. Un jour comme ça, il a décidé, non, je vais aller assumer ce que j'ai fait. Il est rentré à la maison. Il est allé parler à sa grande sœur. Il a confié tout ce qu'il avait fait à sa grande sœur. Sa grande sœur a tellement pleuré, mais elle lui a dit, s'il te plaît, viens, retourne à Dieu. Tu pries, c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. C'est comme ça qu'il s'est lancé dans la prière et dans la patience. Il a demandé pardon aussi sur la tombe de sa mère pour ce qu'il avait fait. Il a complètement changé de vie. Il travaille à fond pour pouvoir s'en sortir. Et il dit que quel que soit ce que Dieu a réservé pour lui, il va seulement accepter. Donc, il va passer sa vie seulement à demander pardon. Donc, voilà l'histoire de Mifano. Dans la famille. C'est à vous de commenter. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour, bonsoir à la communauté DMG. Bonjour, bonsoir DMG. Tout va dépendre à l'heure où vous allez écouter ce message. Voilà. Je veux raconter l'histoire propre de ma famille, de la sorcellerie. La sorcellerie familiale. Alors, c'est une histoire de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, même pas ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Donc, la grand-mère de mon père. La grand-mère de mon père vient de Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, d'une tribu qui est très, très, très vantard, orgueilleux, parce que eux, apparemment, ils ont tout. Ils ont la richesse, ils ont ceci, ils ont cela. Moi, je ne suis pas là pour faire la publicité des tribus, mais je voudrais juste rentrer un peu dans les petits détails pour que les gens qui vont écouter ce message comprennent bien l'histoire. Donc, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, son père avait beaucoup de l'argent. Il vendait des diamants, des histoires comme ça. Donc, c'était des gens qui connaissaient beaucoup des hommes riches, des choses comme ça. Donc, du coup, il avait trouvé un homme riche pour mon arrière-grand-mère qui était un Centrafricain. A épousé ma grand-mère, mais le mariage n'a pas fonctionné. Après ça, notre arrière-grand-mère a trouvé un autre mari de Congo-Brazzaville qui est notre arrière-grand-père. Du coup, son mariage allait tellement bien, mais son mari avait beaucoup de frères et sœurs. Son mari avait 5 frères, et
3 sœurs. Et c'était lui l'aîné. Mon arrière-grand-mère avec son bon cœur a dit, ah, moi je vais élever tes sœurs et tes frères comme mes propres enfants, comme mes frères et sœurs. Donc ça ne me dérange pas de vivre avec eux. Le mari aussi dit, fais comme tu veux, tu es venu dans ton mariage, c'est ton foyer, c'est toi qui gères. Donc mon arrière-grand-mère vivait avec tout ce monde-là chez elle. C'était le genre de dame tellement généreuse, vous n'avez même pas idée, tellement généreuse. Et je tiens à préciser, d'après les dires, parce que moi je n'ai pas vécu l'histoire, mon arrière-grand-père avait beaucoup d'argent. D'après les dires, nous, on a constaté juste les histoires qu'on nous a racontées. Ah, tu vois cette parcelle-là, c'est pour votre arrière-grand-père. Ah, tu vois cette parcelle-là, c'est pour vous. Mais nous-mêmes, on n'a pas vécu ça parce que moi, personnellement, j'ai pas connu mon arrière-grand-père. Mais j'ai connu mon arrière-grand-mère. C'est elle-même qui nous racontait cette histoire. Hein. Ça ne sort pas de la bouche de X ou de Z, de elle-même. Du coup, dans leur, comment on dit, dans leur fratrie de sorcellerie, il y avait, comment ça s'appelle, ces petites sœurs qui étaient dans la sorcellerie. Du côté de mon arrière-grand-père. Du côté de ma grand-mère, il y avait son petit frère propre. Parce qu'il faut préciser, mon arrière-grand-mère avait 3 petites sœurs et un petit frère. On dit que le petit frère avait la sorcellerie. Et du côté de mon arrière-grand-père aussi, il y avait de la sorcellerie. Ses 3 sœurs avaient la sorcellerie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que, ils ont commencé à jalouser ma grand-mère. Du genre, son mari est comme ci, comme ça. Ses enfants sont comme ci, comme ça. Et tout ça, là, et tout. Non, 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 ça ne va pas et tout. Ses enfants commencent à voyager, partir à l'étranger. Parce que ma grand-mère avait eu 12 enfants. 12 enfants. Sans compter les 2 enfants qu'elle avait eu dans son premier mariage. Là. 12 enfants avec mon arrière-grand-père. Donc, du coup, elle a commencé à envoyer 3 de ses enfants en Europe. Très tôt à l'époque, même on voyageait, genre pour venir en Europe, c'était sans visa. C'était, tu achètes le billet, tu voyages, apparemment. Donc, du coup, ils ont commencé à jalouser ma grand-mère. Ils ont dit, elle, faut qu'on dame son mari. Oh, ils ont damé maintenant le mari de mon arrière-grand-mère. Donc, mon grand-père, quoi, il est mort. Quand mon arrière-grand-père est mort, on a enterré, on a fini. Le jour où ils sont revenus, ils sont partis déposer le corps. Ils sont revenus. On fait comprendre à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qu'elle doit quitter la maison, qu'elle doit laisser. Elle dit que quoi? La maison où moi j'ai galéré avec mon mari. J'ai souffert, j'ai trouvé mon mari n'avait même pas tout ça. Et je tenais à préciser que d'après les dires des gens qui nous connaissent, ils disent que notre grand-père, notre arrière-grand-père était le premier inspecteur académique au Congo-Brazzaville. Genre, il avait l'argent. Ça, c'était les dires de l'époque parce que moi, j'étais pas là. Et moi, j'ai constaté juste les faits. Quand j'ai grandi, on commence à nous dire X, tel Z, c'est à vous, ça vous appartient. C'est pour sa femme, c'est pour ses enfants, mais ses frères et sœurs ont pris. Bref. Donc, du coup, ma grand-mère a commencé à dire que non, vous êtes les enfants que moi, j'ai pris à l'âge de 5 ans, 10 ans. Je vous ai nourri, je vous ai pouponné, changé des couches et c'est à vous de me parler comme ça. Les sœurs de mon arrière-grand-père se lèvent, disent que yo, tu blagues avec nous, ozo sakanana biso, oyebi biso te. Genre toi tu blagues avec nous, tu nous connais pas. Si tu blagues avec nous, on va commencer à bouffer un de tes enfants chacun. Tu vas commencer à enterrer les enfants chaque année. Toi-même tu ne vas même pas croire. Ma grand-mère dit, pardon, moi vous me voyez comme ça. J'ai grandi dans une famille bien. Mon papa m'a pris. Vous connaissez la tribu au Congo qui là, comment ils sont vantards, quand ils commencent à se vanter. Mon papa jetait des diamants dans sa bouche. Vous allez me parler comme ça. Moi, je prends mes enfants, je quitte, restez avec tout ça, prenez tout. Ma grand-mère dit que quand son mari était vivant, heureusement son mari il lui donnait de l'argent, genre son salaire, quand ça passe, il vient dépose à la maison. Tiens, c'est pour toi et les enfants. Fais ce que tu veux. Et c'est elle qui gérait tout. Et entre-temps, elle a dit qu'elle avait enlevé pour acheter une parcelle. C'est là où elle a dit que bon, de toutes les façons, comme ils m'ont mis à la porte, je prends mes enfants, je pars vivre dans cette parcelle. DMG.
C'est là où les problèmes ont commencé. C'était une piège. Il ne fallait pas que notre grand-mère sorte de là, de la parcelle. Quand ma grand-mère a pris la décision de prendre ses enfants, parce qu'il restait 9, elle avait eu 12 enfants, les 3 en Europe sont venus en Europe, il restait 9. Parmi les 9, il y en avait déjà les jeunes, ces jeunes filles qui ont déjà commencé à faire des enfants, et les enfants de ces enfants commençaient à faire aussi des enfants. Donc, elle est partie avec une tribu, genre au moins 20 personnes avec elle. Elle raconte, elle a dit, on a vécu dans cette maison où il n'y avait même pas les tôles, où on dormait, des fois il pleuvait sur nous. On mangeait des boîtes, mais on était à 12, on devait manger seulement un seul boîte et nous tous partager ça. J'ai galéré avec mes enfants jusqu'à, elle dit, moi qui viens d'une bonne vie, j'ai connu des hommes qui sont riches, mes enfants ont connu le lait, le matin, le pain. Et mes enfants se retrouvent dans de telles conditions comme ça m'a brisé le cœur. En partant dans leur sorcellerie, les tatas, les tontines qui sont restées, on dit qu'elle, là, elle va commencer. Effectivement, c'est quand ils lui ont dit la journée. Il y en a une qui s'est fâchée. Elle a dit non, que moi, là où je suis, là, elle m'a énervée, elle a essayé de m'indexer le doigt pour dire qu'elle vient d'une bonne famille. Elle va voir au commande, tu vas voir. Tu vas voir. Tu dois souffrir avec tes enfants. DMG, c'est la tata qui dit ça à ses propres enfants. Tu vas enterrer tes enfants chaque année. Tes enfants ne vont pas réussir. Vous êtes maudits jusqu'à 3e génération dans leur sorcellerie là. DMG, on a notre grand-père. L'histoire là, ça se passe dans ma famille. Notre grand-père, le petit frère de mon père. Le petit frère de mon grand-père, excusez-moi. DMG, lui, c'est l'enseignant. Il enseigne les élèves. Ses camarades de classe, parce qu'eux, ils sont tellement intelligents. Imagine, leur père était l'inspecteur académique. On te parle d'un inspecteur académique. Pas de n'importe. Très intellectuel. Quand ils s'expriment, ils sont là debout devant toi. Non, tu ne peux pas. Ils sont tellement brillants. Mais mon grand-père, là, enseigne à ses amis. Lui-même, le jour de l'examen, il rate. Il rate son bac 7 fois. Et les enfants qui sont même pas intelligents, ses amis qui sont même pas intelligents, chaque année, on leur examen. Mais c'est lui qui rate. Je dis DMG, je répète bien, 7 fois, il a raté son bac. On a bloqué son sorcellerie. Son autre enfant, lui, là, il ne fait jamais. C'est un garçon, il ne fait pas les enfants. DMG, dans leur sorcellerie, ils ont décidé ça. Il ne veut pas faire les enfants, mais intelligent. Il ne trouve pas le travail. Un autre enfant de notre grand-mère, lui, on s'est réveillé un matin dans les années 98. Je ne sais pas si je ne me trompe pas, 98, où il y avait la guerre, ou 97, comme ça, il y avait la guerre au Congo-Brazzaville. On se lève un matin comme ça, il a disparu. Après la guerre, ils sont revenus. Dans les années 2000, ils sont revenus. Dans les années 2000, il disparaît. Donc, lui, jusqu'à présent, on ne sait même pas DMG s'il est mort, s'il est vivant, on ne sait pas. Je dis bien, il est parti depuis 2000. Il était bien, on ne l'a pas tué. Donc, un mort disparu sur terre où on n'a jamais vu son cadavre. Une de mes grand-mères encore, l'enfant de mon arrière-grand-mère, jolie fille, teint clair, courte, on dirait pygmée. Si tu la voyais comme ça, jolie, Mimi, même ça, tellement elle est courte, tu vois même pas courte là. Elle est tellement jolie. DMG, elle, son affaire, c'est quoi? Elle fait seulement les enfants, on la marie pas. Et elle fait les enfants là, pas avec n'importe quel monsieur, des messieurs. Quand on te parle d'un monsieur politicien qui se lève au Congo-Brazzaville, nous, on a des tonnes, c'est les enfants de. Les enfants de Ya. Donc, chez nous, pour préciser, bon, ça, c'est un terme au Congo-Kinshasa. Moi, Naya. Je ne sais pas si à Congo-Brazzaville aussi, on utilise ça, parce que moi aussi, je suis les deux Congos. C'est un peu bizarre, moi, mon mélange. Je suis un peu partout. Donc, on ne sait pas trop. On a des tantes qui viennent des bonnes familles présidentielles ou quoi. Mais notre mamie, là, ne se marie pas. Elle est seulement 3e ou 4e femme. L'autre, elle est partie dans un mariage où laisse tomber. Tu n'as même pas idée.
Donc, c'est la merde, la merde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avant que ma grand-mère puisse, comment dire, puisse mourir, il y a un de ses enfants qui était mort. Le jour où il y avait la veillée, vous connaissez la veillée en Afrique où on doit faire à manger, cuisiner, toute la famille est là. Son petit frère qui est sorcier, il vient. Oh non, Yaya, je vais t'aider à passer le balai. Oh, tout le monde la regarde en plein veillée. Tu vas aider Yaya à passer le balai. Toi, non, il y a beaucoup de filles qui sont assises ici, là. Oh oui, je vais t'aider à passer le balai. DMG, le monsieur a commencé à passer le balai. Ma grand-mère a dit, oh, en passant le balai, il a creusé un trou pour déposer ses fétiches là-bas dedans. Pour que les enfants de sa soeur, ce sont encore pire que cela. Ma grand-mère dit que j'ai prié. J'ai prié, on m'a montré ça dans mon songe. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai appelé le pasteur parce qu'elle était catholique. J'ai appelé le prêtre et tout. Le prêtre est venu. On a déterré ce qu'il a. Il a enterré chez moi. On a vu des trucs. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible. Notre grand-mère a dit, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à perdre un, deux, troisième enfant, j'ai dit non. Elle a commencé à prier DMG. Prier. Ma grand-mère a dit, ma grand-mère elle-même, elle m'explique. Mon arrière-grand-mère elle-même, elle m'explique. Elle me dit, moi, j'étais là tous les jours, je partais à l'église. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont envoyé un caquet. Le caquet, là, en français, on appelle ça tonnerre. Si je ne me trompe pas, on appelle ça tonnerre. Tonnerre, là, on lui a envoyé ça, il a dit que je vois seulement un chat. Je sors de l'église en venant à la maison, je vois seulement un tonnerre qui sort de nulle part, un chat, en forme de chat. Il tape, il rentre au milieu de mes pieds comme ça, là, il sort de l'autre côté, vitesse. Il a dit à partir de ce jour, j'ai crié seulement, mes pieds. Quand elle est rentrée dans la parcelle comme ça, ma grand-mère ne marchait plus. Je vous ai dit, DMG, ma grand-mère marchait, mais avec des cannes, des béquilles. Une grande dame de 1,90 m. Elle était tellement costaud à notre mamie, que son âme se repose en paix. Elle a dit que non. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait vivre? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait vivre? Elle a vécu des choses, méchanceté dans sa belle famille. Et son petit frère a failli même gâter un de ses petits-enfants. Parce que ma grand-mère, tellement elle a beaucoup des enfants à l'étranger, elle a eu beaucoup d'enfants, mais malgré ça, malgré leur sorcellerie, excusez-moi entre parenthèses, malgré leur sorcellerie, malgré ça, ils n'ont pas touché aux finances. Genre, dans la famille, tout le monde est bien stablement financièrement, mais il y a toujours des soucis. Tu vas voir une personne qui a l'argent, mais qui ne fout rien avec son argent. Donc, il y a un de ses petits-enfants qui vient, son tout premier petit-fils, qui vient au Congo, qui vient le rendre visite. Mamie dit, non, ne pars pas rendre visite à mon frère. Vous, là-bas, je ne veux pas que vous partez. Mon grand-père, mon grand-père l'a parti en cachette, rendre visite et tout, partir rendre mon oncle plutôt, excusez-moi, partir rendre visite et tout, en cachette et tout. Son grand-père, son frère a bien travaillé, le petit-fils de ma grand-mère là, je vous dis, quand vous voyez mon oncle là, Tintin Milou, il n'y a pas de différence. Il te raconte des choses à dormir debout. Pendant ce temps, un homme qui a master plus, je ne sais pas combien. Il a des entreprises, donc sa vie, c'est n'importe quoi. On ne comprend rien. En bref, c'est pour vous dire quoi? La famille. En tout cas, ça, c'est une histoire qui vient de ma famille. En bref, c'est pour vous dire quoi? Je vais faire bref pour que ça ne soit pas trop long. C'est pour vous dire, pardon, priez. Priez, arrêtez de vous mettre dans des, comment on dit, dans des situations difficiles où vous ne maîtrisez pas. Si ma grand-mère n'avait pas, comment on dit, n'avait pas parlé, elle avait fermé peut-être sa bouche, quand on lui avait dit de prendre ses cliquets-claques, de partir de là, de laisser le parcelle à la belle famille, elle n'avait pas dit quelque chose. Elle ne s'est pas vantée. Peut-être que tout ça n'aurait jamais exister. Il y a encore plein des histoires que je n'ai pas pu raconter parce que c'était trop long. L'histoire, c'est une histoire d'une vie. C'est trop long, trop loin. Vous vous imaginez, vous dormez un matin, un garçon, un gaillard garçon qui est général, se perd au milieu de nulle part dans un pays, vous ne trouvez même pas son corps. Vous passez, vous la cherchez dans tout le pays, on ne le voit même pas. Vous avez vous avez
Une jolie fille qui fait qu'elle a seulement pour faire les enfants seulement avec des ministres, à des quoi, mais qui ne se marie jamais, qui finit toujours deuxième à quatrième femme. Vous imaginez un enfant qui part dans un mariage, elle, depuis qu'elle a commencé à coucher, ses enfants meurent seulement. C'est quoi? Vous voyez un peu? Voilà un peu. Likez, abonnez. Bisous, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter l'histoire d'une jeune dame musulmane au nom de Yetunde, une Nigériane. Alors, cette jeune dame-là, un jour en surfant sur Facebook, se rend compte qu'elle a plusieurs demandes d'amis, parmi lesquelles la demande d'un jeune homme au nom d'Abdourahman. Alors, elle accepte les demandes d'amis après avoir bien sûr vérifié le profil du gars. Et elle voit le profil du gars, le fils d'un imam décédé, cela fait 1 an de cela, c'est ce qui est écrit dans son profil. Les photos du gars, super beau, et il est toujours avec des jeunes filles. Je parle des photos, hein, je ne parle pas du garçon. Bon, le garçon était présentable, mais les photos, super bien faites. Il est toujours habillé super bien, propre, dans des endroits très beaux. Il est parfois accompagné de jeunes filles, donc ça montrait qu'il était quelqu'un de bien, de joyeux, de friendly. Alors, le gars, elle accepte la demande d'amis du gars. C'est comme ça qu'il commence à s'envoyer les messages. Il passe à WhatsApp. Le gars commence à lui rentrer dedans. Bon, j'ai tout ce dont j'ai besoin dans ma vie, mais ce qui me manque, c'est vraiment une compagne, une femme pieuse. Vous connaissez le tralala. La fille, elle hésite un peu. Elle veut d'abord garder les distances. Le temps passe et le gars veut vraiment la rencontrer physiquement. Et vous savez, la fille, elle vient d'une famille plutôt stricte. Un jour, alors, elle part à un naming ceremony. En fait, chez nous, les musulmans, c'est quand on présente l'enfant à la famille et on lui donne le nom. C'est un peu comme le baptême chez les chrétiens. Pendant qu'elle est au naming ceremony, elle est en train de manger. Elle est avec une de ses cousines préférées à qui elle confie souvent les choses. Cette cousine-là savait qu'il y avait un dragueur dans les parages. Donc, la cousine voit alors comment Yetunde reçoit tout le temps des messages, elle répond à des messages, elle est heureuse. Et la personne apparemment appelle. Donc, elle dit que gars, c'est le gars là, non. Vous savez comment ça se passe entre filles. Elle répond au message, puis elle dit à sa cousine que gars, tu sais quoi, je vais alors profiter de l'occasion, je pars rapidement, juste le rencontrer et je reviens, pardon, couvre pour moi. Sa cousine, bien sûr, dit pardon, que ce soit dans un lieu public. Elle dit, il n'y a pas de problème, vas-y alors rapidement et tu reviens. Laisse ton téléphone ouvert au cas où. La fille y est tout départ. La cousine reste 30 minutes. Elle essaye d'appeler sa cousine, d'appeler Yetunde. Le téléphone ne passe pas. 45 minutes, 1 heure, le téléphone ne passe pas. 2 heures, non. Elle a rapidement signalé aux parents que pardon, voici ce qui est en train de se passer. Elle a dit qu'elle allait rencontrer le gars là et je vois qu'elle ne répond plus au téléphone. Les parents rapidement contactent la police et la police qui a le droit de contacter les compagnies de téléphonie les appelle pour demander avec qui est-ce que la fille a parlé la dernière fois. La compagnie de téléphonie confirme que c'est avec ce Abdourahman là. Ils vérifient le numéro, c'est exactement le même numéro. Ils vont là, donc la police regarde dans les Facebook et tout ça et en traquant le téléphone de la fille, ils trouvent une adresse. Ils arrivent à l'adresse alors, ils se rendent compte que c'est un quartier, c'est un endroit. Ce n'était pas du tout les photos qu'ils avaient dans Facebook, c'était autre chose. Un quartier pauvre, ils arrivent au niveau de la porte qu'on leur avait désignée comme celle de ce Abdourahman. Ils tapent, le gars sort. Et le gars, quand il sort, il est choqué. Un peu comme s'il s'attendait vraiment pas à ce qu'on puisse le retracer aussi rapidement. Il est un peu choqué là. Et la police se présente, on lui dit on est en train de chercher mademoiselle Yetunde. Le gars dit non, il ne la connaît pas, il ne la connaît pas du tout. Comment ça, tu ne la connais pas? Tu es la dernière personne à avoir parlé avec elle. Et son téléphone, la dernière fois que son téléphone... C'est ici que son téléphone est localisé. Comment tu dis que tu ne la connais pas? Il dit, ah non, en fait, c'est qu'elle est venue me rendre visite. Elle avait faim, je suis allé acheter à manger. Le temps que je revienne, elle était en train d'étouffer. C'est comme si elle était asthmatique. Elle est décédée. La police, elle est décédée, oui, ok. Dégage un peu, nous on va entrer. Il dit non, mais attendez un peu, la police, dégage, on va entrer. Quand ils entrent, ils voient l'appartement misérable, c'était le strict minimum, un peu comme si les gens ne vivaient même pas là-bas ou bien c'était juste un crash out. Donc un truc que quelqu'un a loué de côté pour aller faire des sales choses là-bas.
Ils entrent, ils regardent. Quand ils sont en train d'aller de pièce en pièce, ils voient, il y a une chambre là, il y a les vêtements sur le lit et il y a du sang. Ils vont dans une autre pièce, il y a une table. Je ne sais plus si c'était dans la cuisine, il y a une table sur laquelle donc, il y a du sang partout. On dirait qu'on vient de découper quelque chose sur cette table-là. Dans un endroit qui apparemment à la cuisine, il y a des petits seaux posés. Donc, je vous assure, ce n'était pas un endroit où quelqu'un vivait. Il y a des seaux posés là. On regarde dans les seaux, on voit les parties humaines. On demande, ça c'est quoi ça? Il dit que non, en fait, quand elle est décédée, il avait tellement peur. Il avait peur qu'on l'accuse de l'avoir tuée, il ne savait pas quoi faire. Il a alors décidé de la découper et d'aller jeter ses parties un peu partout dans la ville. Tu avais tellement peur, mais tu as eu le courage de découper un être humain. Pas de problème. En regardant les trucs, alors la police demande où est sa tête. Il dit non, il ne sait plus. Là, on voit bien qu'il y a même des morceaux qui manquaient. Où sont les autres morceaux? Ah non, il ne sait pas et tout ça. Tu as déjà commencé à jeter parce que les policiers se rendaient compte que, mais attends d'abord, avec quelle rapidité un peureux a découpé un cadavre et a même déjà disposé des parties. Où sont tes complices? Il dit qu'il était seul. Comment ça tu es seul? Tu as fait tout ceci seul? Il dit non, il est seul, il a fait tout ça seul. Ok, pas de problème. On demande alors, pendant ce temps, les policiers qui demandent aux voisins apprennent que le gars ils ont entendu comment découper les choses, mais ils l'ont vu plutôt tuer une chèvre dehors. Donc le gars avait même la chèvre. Donc pour que les voisins ne se demandent pas, mais qu'est-ce qu'on ne fait que taper dans la maison là? Il est en train de tuer un bœuf, il est en train de découper quoi? Le gars avait découpé la chèvre aux yeux des voisins. Les voisins, ils savaient que c'était la chèvre qu'on est en train de découper depuis dans la maison. Donc, le gars avait couvert son crime. Il avait tout masqué, il avait tout prévu. Tu as prévu tout ça pour une fille qui subitement est devenue asthmatique dans ta maison et est décédée. Tu avais déjà la chèvre, tu avais tout. Pas de problème. La police se dit, nous, on veut voir la tête, on veut voir les autres parties. On le prend, on l'amène, on l'interrogeait. Et pendant ce temps, il faisait l'enquête. Maintenant, qu'est-ce qu'il découvre la famille? On découvre parmi les morceaux qu'on avait trouvés là, il y avait ses mains qu'il avait conservées. C'était maintenant en train de sécher. Il y avait ses mains qu'il avait conservées. Il y avait certaines parties qu'il avait conservées. La famille dans la région musulmane, bon, je ne vais pas dire dans la région musulmane, mais dans les régions géographiques musulmanes, vous connaissez la main de Fatima par exemple. Quand vous écoutez parfois les initiés musulmans, ceux par exemple, les exorcistes musulmans, ils vont dire qu'il y a certaines parties que les gens là utilisent, je dis bien les gens là, que bon, les pays musulmans, les arabes et tout ça utilisent généralement pour faire la sorcellerie. Il y a les mains, il y a certaines parties. Bon, tous utilisent les mêmes trucs. Mais vous allez voir qu'eux, ils utilisent souvent beaucoup ça, les mains. Parfois pour appeler la richesse, C'était les parties qu'il a gardées, c'était les parties pour faire les pratiques occultes, des rituels. Il ne pouvait pas expliquer. Donc, elle est morte subitement chez toi. Toi qui es peureux, tu l'as quand même découpée. Et puis, tu as gardé les parties qu'on utilise dans les rituels. Et il y a la tête qui a disparu. Maintenant, qu'est-ce qu'on découvre en plus la famille? La tête de la fille, on trouve ça à Ibadan. Ibadan, c'est un peu comme si la famille, on a tué quelqu'un à Sarmelema et on a trouvé sa tête à l'extrême nord. Mon frère, tu étais ici, tu n'as pas bougé. La tête de la fille a fait comment pour arriver là-bas? Qui sont tes complices? Parce que maintenant, la police est convaincue, il est dans un trafic non seulement d'organes, pour les rituels ou pour les transplants, mais il est aussi pour les rituels à cause des organes précis qui ont disparu. Le gars a découpé la fille en un temps record. On ne sait pas trop comment il a fait. Il ne fait que dire qu'il n'a pas de complice. Mais la police, en insistant et en faisant des enquêtes et les téléphones qui étaient présents pendant que la fille était en train de se faire tuer, on a attrapé combien? 4 complices. Vous allez voir les vidéos du gars au tribunal, il est en train de crier, il est en train de dire que non, les gars-là ne sont pas ses complices. Il dit non, j'ai tout fait seul. Voilà le gars qui avait peur, hein. Il est comme un lion au tribunal. J'ai tout fait seul. Pourquoi vous les avez arrêtés? J'ai tout fait seul. Donc il est en train de défendre ces gars-là comme si on venait de lui prendre ses enfants. Mais la police dit qu'ils sont tous complices. Dans la famille, faites très attention à vous. Mais ça, qu'est-ce qu'on va encore dire? Vous voyez, c'est une fille calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle a fait pour arriver dans la maison du gars là? Peut-être qu'on l'a même droguée, elle est arrivée là aussi. Elle a le temps de dire bonjour, on vient là, on l'injecte peut-être quelque chose, on la pousse dans la voiture. Elle dort, on l'amène là-bas, on la tue. On ne sait pas comment elle a fait pour arriver là-bas. Mais ce n'était sûrement pas par son bon vouloir. Parce que même si on s'approchait du quartier, elle n'allait pas vouloir entrer dans ce quartier-là, entrer dans cette maison-là. Non.
Donc, faites attention. Ne dites pas que non, je m'en vais rapidement, juste jeter un coup d'œil. Parce qu'on vous peut... Attendez un peu que je vous dise, parenthèse, au Kenya, un Éthiopien de 34 ans qui était parti au Kenya pour être d'abord chauffeur de bus et puis il a commencé à faire le Yango Kenya là. Un Éthiopien musulman, Hashim, il s'appelle Hashim Dagane. Allez aussi voir l'histoire là. Le gars, en une semaine, quand la police l'arrête, il avait tué 4 femmes. Il avait tué la mère, la fille, la cousine. Et puis, il a tué une fille qu'il voulait épouser. La famille refusait. Il a convaincu la fille à fuir avec lui. Quand la fille est venue vivre dans un appartement là-bas à Nairobi avec lui, il l'a tué, découpé, bouilli ses morceaux apparemment pour que les traces de sang bouilli ces morceaux et aller jeter un peu partout dans la ville. Mais à cause des CCTV, donc des caméras un peu partout, on a retrouvé, on a vu leurs images, on a pu retrouver, on a même vu comment ils sortaient de l'appartement avec les trucs. Les gens qui étaient autour de l'appartement, là où ils louaient, disaient qu'ils ont entendu, les ont coupé quelque chose, mais ils ne savaient pas trop ce qu'ils se sont dit que c'était la viande. La famille, il y a des gens qui louent des appartements pour aller tuer. Il y a des gens qui... Et les 3 femmes qu'il a tuées là, c'était en une nuit, hein, dans la voiture, parce qu'il a abandonné le taxi avec lequel il faisait le yango. Parce que les femmes apparemment avaient bagarré dans la voiture avec lui, pendant qu'il les tuait. Donc, ne fermez jamais vos yeux. Ne dites pas que, ah non, c'est un musulman, il est gentil. Ah non, c'est un pasteur, il est gentil. Ah non, je vais maintenant vous raconter l'histoire du fils d'un pasteur qui a tué une fille, toujours pour les rituels. Ne faites confiance à personne, même à nos ombres là aujourd'hui, je vous assure. Ne faites pas confiance. Passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.